Bonjour Dominique, alors tu commences une nouvelle année d'atelier, ça commence le 19 octobre. Cette année, tu vas nous parler de quoi? Avant de dire de quoi je vais parler, je vais rappeler une modification de la forme de mon intervention. Jusqu'ici, je traitais un sujet tout au long de l'année du cycle de causerie, du cycle mensuel, qui correspond à une année scolaire en gros. On commence toujours à l'automne. Là, on va commencer donc le 19 octobre. Et jusqu'à la fin juin, en gros, c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Et chaque année, j'avais un thème. La première année, c'était entre crise et guerre philosophée, puis après de la répétition à la libération, puis on a eu la lecture suivie de la nouvelle de Nerval, Angélique, extraite des Filles du Feu. La nouveauté, c'est que cette fois-ci, il va y avoir 2 thèmes pendant cette année, à raison d'un thème par trimestre. Je vais donc traiter un premier thème pendant le premier trimestre. Puis on va faire le mois qui va succéder au premier trimestre. Ce sera la discussion de ce qui s'est dit au sujet de ce premier thème. Puis commence ce second trimestre, et pareil, qui se terminera. Ça fait 2 fois 3 mois, ça fait 6 mois, plus les 2 mois de discussion, ça fait 8 mois. Pardon pour ces considérations un peu abstraites, mais alors j'en arrive au contenu maintenant. Le premier trimestre, j'ai retenu comme thème, l'intitulé exact, c'est la pensée révolutionnaire dans une séquence temporelle qui va très précisément de Rousseau à Lénine, via les étapes suivantes, à partir de Rousseau, donc Kant, Hegel, Marx et Lénine. Je ne veux pas trop, pour l'instant, justifier ce découpage, arbitraire comme tous les découpages, arbitraire mais pas sans raison. Mais en tout cas, ce sont des raisons délibérées, et sans compter toutes celles qui ne le sont pas et qui sont inconscientes. Lorsqu'on aura fini donc ce trimestre sur la pensée révolutionnaire de Rousseau à Lénine, on aura donc une séance entière, 2 heures de discussion sur ce qui s'est dit. J'en profite pour préciser, si le chat veut bien me le laisser faire, j'en profite pour préciser que bien qu'on ait cette séance de 2 heures de discussion, où le public peut intervenir bien sûr sur tout ce qui s'est dit pendant le trimestre auparavant, on garde l'habitude que nous avions de laisser une demi-heure pour que le public puisse poser des questions à chacune des causeries mensuelles que je suis amené à faire. On est bien d'accord. Donc ça vient s'ajouter à la demi-heure de discussion de nos fins de séance mensuelles. Le second thème qu'on va donc traiter du printemps au début de l'été, ce sera la question nature ou paysage, point d'interrogation. Voilà. Alors, je présume que ta question porte surtout sur la plus immédiate, c'est-à-dire celle qui va être inaugurée le 19 octobre, et qui a donc pour thème la pensée révolutionnaire de Rousseau à Lénine. Je veux pas déflorer le sujet avant les causeries proprement dites, mais encore que, puisque le public va voir cette vidéo, donc je m'adresse à lui aussi bien, pour dire en résumé, non pas les raisons de ce choix, ça je le réserve pour la causerie elle-même, et du découpage, mais je préviens, une fois n'est pas coutume, je préviens une réaction négative que certains pourraient avoir vis-à-vis de mon choix, ou plutôt une réaction positive à partir de laquelle ils risquent d'être déçus
par la manière dont je vais le traiter. Je m'explique. C'est bien gentil, une année passée sur un auteur qui n'est même pas un auteur politique, Nerval, un rêveur, un sous-romantique, ou un romantique mineur, comme on voudra, comme on l'a cru longtemps, qui vient en plus nous parler du rêve, je veux dire, alors que c'est bien de revenir à la pensée révolutionnaire, au contrat social. Oui, sauf que, premièrement, Rousseau a écrit les rêveries du promeneur solitaire, à ma connaissance, et je le dis en préalable, avec ça fait 2 fois que je dis une fois n'est pas coutume, 2 fois ne sont pas coutumes, c'est un peu solennel, c'est, à mon avis, les révolutions qui ont pu décevoir, je laisse de côté de savoir si c'est la faute des révolutionnaires ou s'il faut imputer leur échec au combat acharné qu'on leur a mené, les deux sont vrais, hein. Une des principales causes internes des difficultés qu'ont rencontrées les révolutions, pour parler sur le mode de l'euphémisme, c'est le fait de ne pas avoir pensé à restituer une geste révolutionnaire que Rousseau est le premier et à ma connaissance le dernier en date, c'est pour ça que je recommence par lui, à savoir, et là on va retrouver un propos éminemment glouscardien, de lier d'une manière indissociable l'étude de la praxis et la prise en compte de la psyché. Que le plus grand révolutionnaire du siècle des Lumières soit en même temps celui qui a écrit La Nouvelle Héloïse, dont le sujet principal est quand même une passion amoureuse de l'ordre de l'éros, et les rêveries du promeneur solitaire, où l'épithète finale, solitaire, semble prendre le contre-pied de celui qui écrit le contrat social. Bon, bien sûr, on va voir que non seulement il n'y a pas de contradiction, mais que c'est même très cohérent. Cette geste-là n'a jamais été renouvelée à l'exception significative de Michel Clouscar, qui est bien le seul marxiste, à ma connaissance, depuis Marx, à avoir écrit, d'une part, je veux dire, l'étude d'un ensemble historique précapitaliste, c'est le titre de L'Être et le Code, et par ailleurs un traité de l'amour fou. Donc je risque de décevoir ceux qui croient que je vais parler de Rousseau à Lénine pour ne plus parler que des forces productives et des rapports de production, ce que je compte bien faire, parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez, hein, mais à condition justement de les mettre en relation avec la psyché. Et pour pas qu'on croie que je m'enferme dans Rousseau pour prétexter cette liaison intime, c'est le cas de le dire, de la praxis et de la psyché, je peux aussi me référer à Lénine. Donc je prends ici les deux extrémités de ma séquence historique. Car Lénine, mais ça c'est pas très souvent diffusé, y compris chez les marxistes-léninistes d'ailleurs, a dit « rêver est nécessaire ». Il n'y a pas que Rousseau qui a écrit les rêves du promeneur solitaire. Rêver est nécessaire, je poursuis Lénine, à condition que le rêveur aille jusqu'au bout de son rêve. Fin de citation. Voilà donc ce préalable que je tenais à faire. Deuxième précision, je ne vais pas commencer par Rousseau, puis aborder Kant, parce que Kant parle lui-même à propos de son initiative philosophique de révolution copernicienne. Il a donc voix au chapitre dans cette séquence de la pensée révolutionnaire. Hegel, puis Marx, puis Lénine. On n'y arriverait pas. Il faudrait, je ne sais pas combien de temps, énormément de temps pour chacun des éléments de cette séquence capitale. Et donc, il n'est pas question de le traiter d'une manière linéaire. Mais je vais le traiter comme une boucle. C'est-à-dire, je pourrais aussi bien parler de Lénine dès le début, même si on va commencer par Rousseau. Mais justement, je vais rappeler
ici tout ce que on aurait dû méditer de Rousseau quand on travaille aussi bien Kant, Hegel, Marx et Lénine. Voilà, je vais donc travailler d'une manière, bon, je crois qu'elle est familière à pas mal de mes auditeurs, qui est à la fois linéaire et circulaire, hein, ce qui bien sûr nous ramène à l'image de la spirale, mais laissons là le formalisme. C'est juste pour montrer que c'est pas contradictoire. Donc, il est bien clair que je vais traiter non pas de chacun de ces auteurs sur le mode d'une espèce d'histoire de la pensée révolutionnaire. Ce n'est pas le genre dans lequel je vais présenter cette séquence. Encore une fois, je tiens à rester en philosophie et non pas, avec tout le respect que j'ai pour cette discipline et qu'il y en ait une autre, l'histoire des idées. On n'est pas dans l'histoire des idées, fût-ce l'histoire même de la philosophie, qui est une discipline très noble. D'accord. Et au besoin, je rappellerai quelques éléments qui peuvent appartenir à l'histoire de la philosophie, mais l'objet important, c'est de traiter cette séquence comme un bloc de Rousseau-Lénine, en le remuant tout le temps comme une totalité. Ce qui me fait penser, et c'est le troisième élément que j'introduis, je vais partir de là, je fais remarquer qu'il y a, allez, on va redevenir un peu abstrait, j'ai combien de références? Rousseau, Kant, Marx, Hegel, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Lénine. Ça en fait 5. Et j'ai parlé de 2 trimestres. Donc ça tombe pas juste. Comment on va faire? Je vais m'attarder un peu plus sur l'élément central. Je vais regrouper Rousseau et Kant d'un côté, voilà pour la séquence initiale, Marx et Lénine pour la séquence finale, et on voit bien qu'il y en a un qui est au milieu, qui est Hegel, qui fait la médiation pour tout ça. La médiation entre Rousseau, Kant d'un côté et Marx et Lénine après, c'est Hegel. Pourquoi? Non pas parce que je le privilégie, pas plus que Platon, ou encore moins que Marx d'ailleurs, mais parce que j'ai une petite pensée pour nos auditeurs proprement philosophes, agrégatifs, et Hegel étant au programme de l'agrégation de philo cette année, je vais m'attarder un peu plus sur non pas sur la pensée hegelienne, ça ils n'ont pas besoin de moi spécialement pour ça, ils sont d'excellents professeurs, je suis sûr, il y a pas mal de sources, mais sur ce qu'il y a, la place que prend Hegel dans cette séquence de la pensée révolutionnaire. Parce qu'il y a aussi du réactionnaire chez Hegel, hein, comme chez tout le monde, il n'y a pas tout noir ou tout blanc. Mais voilà, je vais insister justement sur la partie irréfragablement révolutionnaire de Hegel. Voilà, en gros, pour répondre à ta question, ce que je compte développer. Et je finirai là-dessus. Marx, dans la fameuse préface de 59 à la contribution à la critique de l'économie politique, dit que la révolution qui supprimera le mode de production bourgeois, et maintenant je le cite, sera, je cite, la fin de la préhistoire de l'humanité. Je dis ça parce qu'il y en a qui sont un peu impatients, je les comprends. Commencez par moi, hein, souvent. Mais enfin, quand même, hein, pour un tel enjeu, on comprend que ça demande du temps, surtout que dans le même texte, Marx dit, un autre passage célèbre, qu'une formation sociale ne disparaît jamais, un mode de production ne disparaît jamais avant d'avoir épuisé toutes les possibilités qu'il contient en puissance. Ça rappelle, n'est-ce pas, un titre célèbre qu'on avait écrit sur Hegel, La patience du concept. Donc, fin de la préhistoire de l'humanité selon Marx. Autrement dit, ce qui pour Hegel était la fin de l'histoire, le savoir absolu, est pour Marx rien d'autre que la fin de la préhistoire. C'est un désaccord fondamental, mais auquel je tiens, moi qui suis souvent à l'opposé d'Althusser,
en train de lutter contre le découplage contre-révolutionnaire qu'on a fait de Marx et de Hegel. On verra que Lénine, lui, les recouple en disant qu'on ne comprend rien à Marx, et surtout pas la première section du Capital. Je cite Lénine dans les cahiers sur la dialectique. Si on n'a pas lu toute, je cite, la logique de Hegel. Donc moi, je les relis, mais il y a des désaccords. Marx, c'est pas Hegel. Il y a des choses fondamentalement différentes. Je reviendrai, je le dis comme ça, à la cantonade pour allécher un peu ceux qui s'intéressent à la question, et c'est tout à leur honneur. Il y a le fait que le grand tournant qui mène de la conscience au savoir absolu, chez Hegel, c'est quand la conscience prend conscience que son contenu, c'est l'esprit d'un peuple. C'est quand il y a une figure historique qui lui sert de contenu. Or, la notion de peuple est encore trop abstraite, et à juste titre du point de vue de Marx, qui va, lui, du peuple à la classe sociale. Le peuple étant une notion encore trop générique, c'est moi qui introduis cette problématique. Et la classe sociale nous permettant de passer du genre à l'espèce, c'est-à-dire le plus haut niveau que puisse atteindre une connaissance. L'espèce se disant en grec eidos, c'est-à-dire le même mot que idée. Je le rappelle au passage, en rappelant que Hegel le rappelle dans la préface de la phénoménologie. Et que donc on a bien tort de snober la notion d'espèce quand on dit qu'il n'y a rien de bon dans son espèce. C'est un terme capital. C'est le degré de précision maximale qu'on peut atteindre au niveau d'une logique du langage naturel, l'espèce, entre l'excessive abstraction du genre et le côté dérisoire ou contingent que peut représenter le particulier. Voilà, donc, comme moyen terme, l'espèce est mon moyen idéal. Marx, en passant de l'esprit d'un peuple, la notion de peuple chez Hegel, ou d'une figure spirituelle à la Hegel, geistige Gestalt, comme, je sais pas moi, la cité grecque, ou l'empire du droit abstrait pour Rome, en passant à la classe sociale, supprime ce qui va encore d'excessivement abstrait vers la pensée hegelienne. Donc, je ne développe pas ça parce que ce serait anticipé sur mes causeries. Par contre, je fais remarquer ici une petite boutade de Gluskar à propos de la société sans classe, puisque la préhistoire de l'humanité finit pour Marx au moment où commence la société sans classe, puisqu'il dit bien que le mode capitaliste de production est la dernière figure de la progression de l'histoire des modes de production, la dernière figure historique. Donc, et même, il faudrait dire pour être rigoureux, préhistorique. J'en étais à la boutade de Gluskar quand on lui demandait oui, mais que va devenir, je dis au hasard des questions comme ça qui se posent, que va devenir l'amour dans une société sans classe, ou quel sera le statut de l'art, je sais pas. Je fais comme Platon, dès qu'il s'agit de l'art, je parle de l'éros, je pense au banquet, dès qu'il s'agit de l'éros, je parle du beau. C'est un jeu impersonnel, on fait que ça depuis 2000 ans. Donc, plus de 2000 ans. Gluskar répondait, la société sans classe, c'est l'équivalent du nomen kantien. On est tellement déterminé par la société de classe que notre pensée n'est pas capable de penser ce qui va surgir dans une société sans classe. Et là, et ce sera la fin à mon avis, de ma réponse à ta question, je ne peux pas ne pas penser à Nietzsche. Qui l'eût cru, moi qui souvent pourfends non pas tellement ce pauvre Nietzsche que les néo-nietzschéens, ceux qui ont pullulé dans la guerre froide. Et en particulier ceux qui sont illustrés dans la vaste offensive philosophique contre-révolutionnaire qui se développe à partir de la fin des années 60, avec Deleuze, Foucault, Derrida, tous ceux qui ont influencé, je pense à Althusser, je pense à Nietzsche, alors Nietzsche du texte, et non pas pour parler dans son dos ou pour l'utiliser contre le marxisme seulement. Celui qui disait dans Zarathustra, un passage célèbre, quand il parle du surhomme, qu'est-ce que le singe pour l'homme, un instrument, un élément de honte et de dérision. C'est comme si l'homme voyait un peu son passé, qu'il en avait honte, en pleine époque
où on discute des révélations du darwinisme. Et de même, sous-entendu, que doit être l'homme par rapport au surhomme, un élément de honte et de dérision. L'homme devrait apparaître, lorsqu'on en sera au surhomme, pour Nietzsche, hein, sur le même mode qu'est un singe par rapport à un homme. Pourquoi je fais cette allusion? Dans la foulée de ce que Gluskar a dit, la société sans classe, on n'arrive même pas à la penser. Et bien précisément, pour braver cette opposition, quand Nietzsche dit un objet de honte, pourquoi de honte? Je crois que j'ai fait suffisamment de discours anti-écologistes, pas anti-environnement, loin de là, anti-écologie pour pas qu'on me soupçonne de donner dans le naturalisme et dans l'antispécisme à la mode. Mais tout de même, là, je prends la défense de l'animal. Pourquoi le singe devrait être un objet de honte? Et là, je contredis Nietzsche, je m'arrêterai là-dessus, par un texte de Rimbaud que j'ai cité au cours de mes ateliers pour tout à fait autre chose. C'est dans le fameux dans l'illumination qui s'appelle Mouvement, qui est très court, ou qui est une espèce, un des plus beaux hymnes à la modernité, au sens le plus technologique qu'on puisse imaginer. Ce sont les conquérants du monde cherchant à la fortune chimique, personnelle, le sport et le confort, voyagent avec eux. Ils emmènent l'éducation des races, des classes et des bêtes dans ce vaisseau, il s'agit de l'Arche de Noé visiblement, repose et vertige et la lumière diluvienne, au terrible soir d'étude. Bon, bref, une espèce d'hymne à l'humanité sauvée de la catastrophe du déluge par cette arche qui est la science. Ça rappelle le Rimbaud qui dit ailleurs, à la fin de la saison en enfer, il faut être absolument moderne. Tenir le pas gagné. Mais, et voilà pour la honte et la dérision, et la préhistoire de l'humanité à laquelle il faut rester fidèle. Et je termine Mogaroff et je cite Rimbaud, qui termine cette illumination par cette petite considération. Aux accidents atmosphériques les plus surprenants, donc ce décor d'un barrage, une centrale hydroélectrique hyper technologique, aux accidents atmosphériques les plus surprenants, un couple de jeunesse s'isole sur l'arche. Est-ce ancienne sauvagerie qu'on pardonne? Voilà où je contredis Nietzsche. Est-ce ancienne sauvagerie qu'on pardonne? Point d'interrogation. Et chante et se poste. Voilà, j'essayerai de tenir tout ce qui peut réconcilier l'hypermodernité pour laquelle je milite comme Rimbaud et l'ancienne sauvagerie. Merci Dominique. Donc rendez-vous vendredi 19 octobre pour en savoir plus au centre Goscinny, rue Goscinny, à Paris, 19h. Merci à toi.